notre invité Hervé Morin. Hervé Morin, ministre de la Défense, très critiqué à son arrivée. Il s'est désormais glissé dans l'uniforme du ministre de la Défense. Il lui faudra bien cette nouvelle légitimité pour tenter de faire passer une réforme des armées qui prévoit 54 000 suppressions de postes et des fermetures de casernes. D'ailleurs, des officiers anonymes surnommés les surcoufs ont fait part de leur mauvaise humeur. La Grande Muette ne s'en est pas remise, le président non plus. Pas sûr non plus qu'elle apprécie de défiler le 14 juillet devant Bachar el-Assad. Hervé Morin, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. Très bien. Et vous? Oui, ça va, il fait beau. C'est un peu agité en ce moment chez vous. Agité, c'est pas le mot. Alors, on parlera tout à l'heure de Surcouf, du livre blanc, tout ça. Mais c'est vrai, un mot sur le 14 juillet. La venue à Paris du président syrien Bachar el-Assad, c'est bien vécu dans les rangs de l'armée? Il n'y a pas de question à se poser. Il y a l'invitation de la France à l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'Union pour la Méditerranée. La Syrie fait partie du bassin méditerranéen. Il y a un grand projet présidentiel qui est l'idée de mener des projets concrets autour du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen dont on disait, souvenez-vous de cette phrase magnifique d'André Siegfried, ce continent liquide parce qu'il y a une communauté de vie, une communauté de destin autour de ce bassin méditerranéen. Et si on veut que la Syrie revienne dans le jeu, que la Syrie ne reste pas d'abord et avant tout l'ami de l'Iran, mais que la Syrie revienne dans le dialogue, revienne dans la construction, je pense par exemple au Liban, eh bien il faut avoir ce message de dialogue et d'ouverture. Et j'observe que les Israéliens eux-mêmes ont engagé des discussions avec la Syrie. Mais est-ce que vous comprenez les réserves d'anciens militaires, d'anciens casques bleus qu'on a entendus ces derniers jours, qui ont des réserves par rapport au fait de défiler devant Bachar el-Assad? Je n'ai pas entendu ces réserves. Vous n'avez pas entendu ces réserves, vous ne les comprenez pas. Donc je ne les ai pas entendues. Alors je vais vous raconter ce qu'ils ont dit. Ce sont des anciens casques bleus qui font référence à l'attentat du Drakkar. Il y a eu 58 parachutistes tués dans un attentat à Beyrouth et qui disent que ça nous pose un problème, nous, de défiler devant le président syrien. Mais tout ça, il y aurait commandité cet attentat. Tout ça, je le comprends humainement, personnellement. Mais s'il fallait que les relations d'État à État, que les relations diplomatiques ne soient liées qu'au moment de drame, d'incompréhension, de malheur, on ne changerait jamais les relations diplomatiques entre pays. Vous leur dites, je vous comprends, mais il faut tourner la page. Si vous aviez ce raisonnement, on continuerait à être l'ennemi de l'Allemagne. On pourrait avoir en permanence ce genre de réflexe. Il faut bien tenter. On connaît le passé de Bachar el-Assad, on sait quelle a été l'influence de la Syrie sur toute une série d'événements dans cette partie du monde. Mais de là à ne pas tenter de faire en sorte que la Syrie puisse revenir dans le jeu diplomatique et dans la construction, c'est un pari et c'est une tentative faite par la France dans le cadre non pas d'une invitation à la Syrie, mais d'une invitation à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour du bassin méditerranéen. Et j'ajoute que l'invité d'honneur du 14 juillet, ça n'est pas Bachar el-Assad, c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Il y en a un que ça dérange, c'est l'ancien président Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Il ne sera pas là, je vous le dis. Il n'est pas là, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Est-ce qu'il y aura une touche personnelle Hervé Morin pour ce défilé du 14 juillet? Eh bien, les Charles Leclerc... La griffe Morin. Les Charles Leclerc défileront, non pas sur des porte-chars, mais défileront en roulant. Mais ils vont abîmer l'asphalte des Champs-Élysées. Il faudra tout refaire. Ouais. Bah écoutez, moi il me semble tout refaire. Non, ça non, va coûter ça va coûter aux contribuables. On apprend ce matin que les Champs-Élysées vont être détruits. Non, ça c'est nouveau. Les Charles Leclerc ont défilé pendant des années. Les Charles Leclerc ont défilé pendant des années et des années. Comme vous le savez, Léon, avec sa petite truelle et son petit ciment, remettait les pavés après le passage des chars. Tous les étés, il a fait ça. Tous les étés. Non mais c'est un grand spécialiste des pavés, Léon. C'est pour ça que je le disais. Alors il y a une tribune dans Le Monde qui a fait beaucoup de bruit. C'était la semaine dernière, après la présentation du livre blanc, présenté par des officiers anonymes, qui s'appelaient même les surcoufs, et qui faisaient part de leur mauvaise humeur par rapport à la réforme des armées. Est-ce que vous avez identifié ces officiers? Non, on n'a pas identifié. Mais cette mauvaise humeur, soi-disant mauvaise humeur, quand vous regardez les sujets, le constat dans ce papier est le même que celui que nous faisons. Il y a Attendez, on va venir sur le fond. Mais il y a deux critiques. Vous avez cherché à savoir qui c'était? Il y a deux critiques qui sont faites. L'une, c'est l'absence de choix. Nous faisons des choix. Et des choix, nous en faisons beaucoup. Le choix de l'observation, de l'effort sur le renseignement,
le choix de la protection de nos systèmes informatiques contre les cyberattaques, le choix de pouvoir de moderniser notre système de dissuasion dans la perspective de l'évolution du centre de gravité du monde. Des choix, nous en faisons beaucoup, et nous en faisons aussi à l'inverse, en tirant définitivement le trait sur la disparition du pacte de Varsovie, d'où pour moi la suppression d'un certain nombre de régiments de blindés, d'artillerie, du génie et du train, parce que l'idée de la protection de nos frontières n'est pas l'idée majeure des 15 prochaines années et du risque d'invasion. Ça, le choix de la projection, d'être capable d'avoir une armée mobile, agile, dans un théâtre de crise allant de l'océan Atlantique à l'océan Indien, tout ça, ce sont des choix importants que nous avons faits. Et la deuxième critique, c'est on met une structure de plus à travers la création des bases de défense. Ces bases de défense, au contraire, c'est pour la première fois, c'est une véritable révolution copernicienne pour nos armées, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les armées travaillent ensemble et mettent en commun ce qu'on appelle l'administration générale et le soutien au profit des forces opérationnelles. On densifie, on mutualise pour que les ressources humaines consacrées à l'opérationnel représentent une part plus importante qu'elles n'en représentent aujourd'hui. Donc des choix, Dieu sait qu'il y en a. Alors, ça c'était le fond de la tribune, vous avez bien fait de vous arrêter un moment sur ce que disait ce papier. Même si vous vouliez m'interrompre. Je voulais vous interrompre, je l'ai fait. Et donc la question était, est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit ou pas? Oui ou non? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que le droit de réserve existe encore dans l'armée? Le devoir, c'est pas un droit, c'est un devoir. Le devoir de réserve, l'obligation de loyauté et le statut militaire s'appliquent. Et je ferai en sorte qu'il soit en permanence appliqué tant que je serai dans mes fonctions. Donc ça veut dire qu'il y aura des sanctions? Vous savez, le papier anonyme, par nature, vous savez, c'est difficile de sanctionner quelqu'un d'anonyme. Y a-t-il une enquête? Écoutez, il y a toujours... On est constamment, on regarde toujours exactement comment les choses se passent, d'où ça vient. J'ai sanctionné il y a un mois un personnel du ministère de la Défense qui avait transmis, vous ne l'avez pas vu, mais qui avait transmis une note confidentielle défense à un organe de presse. Libération. Je ne sais plus. Bien, il a été sanctionné et il a été... Y a-t-il une enquête? Pardon de répéter la question. À chaque fois qu'il y a des fuites dans le ministère, à chaque fois que le statut militaire n'est pas respecté, il y a une enquête de menée par les services du ministère. C'est donc le cas? Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que le président était très en colère, comme on l'a lu ici ou là? Je ne sais pas. Non. Est-ce que le général, chef d'état-major des armées, le général Georges Lain, a été reçu à l'Élysée, comme on le raconte ici ou là? Je ne sais pas. Vous savez pas quand le chef d'état-major est reçu à l'Élysée? Non, mais Dieu merci que le chef d'état-major des armées... Dieu merci que il paraît qu'il s'est pris une soufflante. Voilà oui, mais ça, c'est ce que vous disent vos camarades. Mais comme vous ne démentez pas, nous continuerons à le dire. À chaque fois que le chef d'état-major des armées se déplace, il me passe pas un coup de fil pour me dire, vous savez, je vais à tel endroit. Est-ce que c'est révélateur du moral des troupes, cette non. tribune? Écoutez, moi j'étais encore à Pau pour présenter la réorganisation du ministère. Je rencontre des militaires qui savent l'effort qu'on leur demande, qui sont fiers de leur mission, qui sont fiers de leur métier, qui le font avec beaucoup de passion, avec une vraie vocation, avec l'envie de servir la France. Ça, c'est quelque chose de moteur. Ils savent que nous devons évoluer. Et donc la réforme, ils la veulent. Ils la souhaitent. Bien entendu, ça n'empêche pas d'avoir des inquiétudes à titre personnel. Est-ce que mon unité va être touchée? Est-ce qu'elle va être concernée par les restructurations? Mais ils savent que la réforme est nécessaire. Et ils ont tous la conviction que cette réforme, si nous ne la faisons pas, dans 10 ans ou dans 15 ans, nous souffririons de terribles désillusions. Ça, ils le savent bien. Qu'il y ait des inquiétudes personnelles, c'est évident. Et puis, il y a un autre élément. C'est que, bien entendu, nous avons fixé une ambition. Le président de la République, à travers les arbitrages qu'il a pris, donnera à la France la capacité de rester une puissance militaire globale et une des 4 grandes puissances militaires de la planète. Reste pour nous... oubliez la Chine. Oui, mais reste pour nous, bien entendu, le fait que les moyens budgétaires soient en face de l'ambition qui est inscrite dans le livre blanc. Et c'est là où nous montrerons aux militaires qu'il y a l'ambition et il y a les moyens en face de l'ambition. Alors, vous avez annoncé la fermeture d'une trentaine de sites. Alors, quand est-ce que précisément vous annoncerez la réforme de la carte militaire? Début juillet. Ça veut dire quand début? Entre le 3 et le 8 juillet.
D'accord. Il y a des résistances politiques, ça inquiète pas mal d'élus. Jean-François Copé a dit la semaine dernière que c'était un sujet qui préoccupait pas mal de députés. On raconte aussi que vous avez reçu des ministres, notamment Alain Marlex, qui a fait un communiqué pour se féliciter qu'après son intervention auprès de vous, la région Auvergne bénéficie d'un renforcement militaire. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Est-ce que quand on est ministre, c'est plus facile d'éviter la fermeture d'une garnison que lorsqu'on est député? Je ne peux pas dévoiler la carte parce que je la présenterai d'abord à l'ensemble des responsables du ministère de la Défense, comme je m'y suis engagé, comme je leur ai présenté la réforme au mois d'avril, la réforme de l'organisation de la structure. J'ai dû rencontrer 250 ou 300 élus parlementaires. Je les rencontre encore juste après le plateau de Canal ce matin. Ce que nous avons fait, personne ne l'a jamais fait. Moi, j'ai connu les 3 restructurations. En 92, Pierre Jox est arrivé avec le document. Il a dit aux parlementaires, voilà les fermetures. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. En 94, j'étais au cabinet de François Léotard lorsqu'il y a eu le 2e plan de restructuration. Les restructurations ont été menées. Nous avons passé des coups de fil entre la veille au soir et le lendemain et le matin. Là et en 96, Charles Millon a présenté les restructurations le 17 juillet. Moi, j'ai rencontré chacun d'entre eux pour faire en sorte que nous ayons une vraie analyse de la situation, qu'on comprenne la réforme, et tout le monde la comprend, et que par ailleurs, à travers leurs observations, je puisse éventuellement modifier tel ou tel élément, non pas en fonction d'aspects politiques, mais en fonction de tel ou tel aspect qui permet de pouvoir ajuster et de faire évoluer. Quel est vraiment les critères, les 3 critères sur lesquels vous allez prendre vos décisions? Les critères, le premier critère, c'est le critère opérationnel. D'accord. Le deuxième, c'est le critère de la construction de nos bases de défense dont je parlais, c'est-à-dire de la mutualisation des moyens qui fait que... Là, vous ne parlez pas des élus, là. On ne maintient pas les unités là où on ne peut pas mutualiser les moyens et donc faire des économies sur la structure. Et troisième critère que j'ai appliqué dans un certain nombre de cas, rares, mais dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire un critère d'aménagement du territoire. Dans quelques cas, j'ai décidé, sous réserve que le président de la République à qui je présenterai le plan le confirme, j'ai décidé de privilégier l'aménagement du territoire en estimant que dans certains départements durement frappés par des restructurations économiques, on n'allait pas y ajouter la fermeture de leurs unités. La question de Léon. Oui, ce printemps, le président de la République a annoncé l'envoi de 800 hommes supplémentaires en Afghanistan. Alors la question, c'est où en est ce contingent? Est-il arrivé à pied d'heure? Est-il encore en préparation? On en est où? Il est encore en préparation et les hommes partiront au mois de juillet. Question subsidiaire, les troupes françaises sont maintenant une partie déployée dans la province du Sud, le fameux Helmand, où les combats sont rudes contre les talibans. À partir de combien de morts français on se posera la question de l'engagement dans cette province? Nous y avons été pour apporter notre soutien à une opération menée par l'armée nationale afghane. Preuve que le travail que nous effectuons sur la formation de l'armée nationale afghane porte leurs fruits, puisque... Il y aura des morts français, c'est ma question. À partir de combien? J'entends bien, il y a un seuil à partir duquel on se repose la question d'y aller ou pas? Léon, ce qui doit être remis en perspective, c'est que nous sommes arrivés en 2001 en Afghanistan parce qu'il y avait le régime des talibans. Bien sûr. Et que le régime des talibans était reconnu comme un régime abominable pour la condition de l'homme, pour les droits de la femme. Souvenez-vous que les enfants n'avaient même pas le droit de pouvoir jouer avec un cerf-volant. Que la culture était interdite, le livre, le cinéma. Et que l'Afghanistan, c'est notre sécurité qu'on joue là-bas. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une des menaces majeures qui pèsent sur le cœur de nos villes. Pas à ma question. Et donc, notre présence est en Afghanistan. Il doit y avoir une politique globale. Et les militaires savent, même si nous prenons toutes les mesures nécessaires en termes de protection des forces, les militaires savent que dans leur engagement, il y a le don ultime, et le don ultime peut aller jusqu'au don de soi-même. Et des morts, malheureusement, nous en avons chaque année sur tous les théâtres d'opérations extérieures. Et les militaires le savent. Personne, bien entendu, ne s'en satisfait. Mais c'est dans la condition. On s'arrête là. Merci beaucoup, Hervé Morin. Bonne journée. À bientôt dans la